Lecture du roman Nos et moi de Delphine de Vigan, pages 1 à 43. Mademoiselle Bertignac, je ne vois pas votre nom sur la liste des exposés. De loin, Monsieur Marin m'observe, le sourcil levé, les mains posées sur son bureau. C'était compté sans son radar longue portée. J'espérais le sursis, c'est le flagrant délit. 25 paires d'yeux tournés vers moi attendent ma réponse. Le cerveau pris en faute. Axel Vernou et Léa Germain pouffent en silence derrière leurs mains. Une dizaine de bracelets teintent de plaisir à leurs poignets. Si je pouvais m'enfoncer 100 kilomètres sous terre, du côté de la lithosphère, ça m'arrangerait un peu. J'ai horreur des exposés. J'ai horreur de prendre la parole devant la classe. Une faille sismique s'est ouverte sous mes pieds, mais rien ne bouge, rien ne s'effondre. Je préférerais m'évanouir là, tout de suite, foudroyé. Je tomberais raide de ma petite hauteur, les converses en éventail, les bras en croix. Monsieur Marin écrirait à la craie, sur le tableau noir, 6J Lou Bertignac, meilleur élève de la classe, asociale et muette. J'allais m'inscrire. Très bien. Quel est votre sujet? Les sans-abri. C'est un peu général. Pouvez-vous préciser? Lucas me sourit. Ses yeux sont immenses. Je pourrais me noyer à l'intérieur, disparaître ou laisser le silence engloutir Monsieur Marin et toute la classe avec lui. Je pourrais prendre mon sac Eastpak et sortir sans un mot, comme Lucas sait le faire. Je pourrais m'excuser et avouer que j'en en ai pas la moindre idée. J'ai dit ça au hasard, je vais y réfléchir. Et puis j'irai voir Monsieur Marin à la fin du cours pour lui expliquer que je ne peux pas. Un exposé devant toute la classe, c'est tout simplement au-dessus de mes forces. Je suis désolé, je fournirai un certificat médical s'il le faut, inaptitude pathologique aux exposés en tout genre, avec le tampon et tout. Je serai dispensé. Mais Lucas me regarde et je vois bien qu'il attend que je m'en sorte. Il est avec moi. Il se dit qu'une fille dans mon genre ne peut pas se ridiculiser devant 30 élèves. Son poing est serré. Un peu plus, il le brandirait au-dessus de lui comme les supporters de foot encourageant les joueurs. Mais soudain, le silence pèse. On se croirait dans une église. Je vais retracer l'itinéraire d'une jeune femme sans abri, sa vie, enfin, son histoire, je veux dire, comment elle se retrouve dans la rue. Ça frémit dans les rangs, on chuchote. Très bien, c'est un beau sujet. On recense chaque année de plus en plus de femmes en errance, et de plus en plus jeunes. Quelle source documentaire pensez-vous utiliser, mademoiselle Bertignac? Je n'ai rien à perdre. Ou tellement que ça ne se compte pas sur les doigts d'une main, ni même de 10. Ça relève de l'infiniment grand. Le témoignage. Je vais interviewer une jeune femme SDF. Je l'ai rencontrée hier, elle a accepté. Silence recueilli. Sur sa feuille rose, M. Marin note mon nom, le sujet de mon exposé. Je vous inscris pour le 10 décembre. Ça vous laisse le temps de faire des recherches complémentaires. Il rappelle quelques consignes générales, pas plus d'1 heure, un éclairage socio-économique, des exemples. Sa voix se perd, le poing de Lucas est desserré. J'ai des ailes transparentes, je vole au-dessus des tables. Je ferme les yeux, je suis une minuscule poussière, une particule invisible, je suis légère comme un soupir. La sonnerie retentit. Monsieur Marin nous autorise à sortir. Je range mes affaires, j'enfile ma veste. Il m'interpelle. Mademoiselle Bertignac, j'aimerais vous dire 2 mots. C'est mort pour la récréation. Il m'a déjà fait le coup. 2 mots, dans sa numération personnelle, ça se compte en milliers. Les autres traînent pour sortir, ils aimeraient bien savoir. En attendant, je regarde mes pieds. Mon lacet est défait, comme d'habitude. D'où vient qu'avec un QI de 160, je ne suis pas foutu de faire un lacet? Vous ferez attention à vous avec votre histoire d'interview. N'allez pas faire de mauvaises rencontres. Vous devriez peut-être vous faire accompagner par votre père ou votre mère. Ne vous inquiétez pas, tout est organisé. Ma mère ne sort plus de chez moi depuis des années, et mon père pleure en cachette dans la salle de bain. Voilà ce que j'aurais dû lui dire. D'un trait définitif, M. Marin m'aurait rayé de la liste. La gare d'Austerlitz. J'y vais souvent, le mardi ou le vendredi,
quand je finis les cours plus tôt. J'y vais pour regarder les trains qui partent, à cause de l'émotion. C'est un truc que j'aime bien, voir l'émotion des gens. C'est pour ça que je ne rate jamais les matchs de foot à la télévision. J'adore quand ils s'embrassent après les buts. Ils courent avec les bras en l'air et ils s'enlacent. Et puis aussi, qui veut gagner des millions? Il faut voir les filles quand elles donnent la bonne réponse. Elles mettent leurs mains devant leur bouche, renversent la tête en arrière, poussent des cris et tout, avec des grosses larmes dans les yeux. Dans les gares, c'est autre chose. L'émotion se devine dans les regards, les gestes, les mouvements. Il y a les amoureux qui se quittent, les mamies qui repartent, les dames avec de grands manteaux qui abandonnent des hommes au col relevé, ou l'inverse. J'observe ces gens qui s'en vont, on ne sait pas où, ni pourquoi, ni pour combien de temps. Ils se disent au revoir à travers la vitre, d'un petit signe, ou s'évertuent à crier alors qu'on ne les entend pas. Quand on a de la chance, on assiste à de vraies séparations. Je veux dire qu'on sent bien que ça va durer longtemps, ou que cela va paraître très long, ce qui revient au même. Alors là, l'émotion est très dense. C'est comme si l'air s'épaississait, comme s'ils étaient seuls, sans personne autour. C'est pareil pour les trains à l'arrivée. Je m'installe au début du quai, j'observe les gens qui attendent, leurs visages tendus, impatients, leurs yeux qui cherchent, et soudain ce sourire à leurs lèvres, leurs bras levés, leurs mains qui s'agitent. Alors ils s'avancent, ils s'étreignent. C'est ce que je préfère, entre tout, ces effusions. Bref, voilà pourquoi je me trouvais garde d'Austerlitz. J'attendais l'arrivée du TER de 16h44 en provenance de Clermont-Ferrand. C'est mon préféré, parce qu'il y a toutes sortes de gens, des jeunes, des vieux, des bien habillés, des gros, des mecs, des malfagotés et tout. J'ai fini par sentir que quelqu'un me tapait sur l'épaule. Ça m'a pris un peu de temps, parce que j'étais très concentré. Et dans ce cas-là, un mammouth pourrait se rouler sur mes baskets. Je ne m'en rendrais pas compte. Je me suis retourné. T'as pas une clope? Elle portait un pantalon kaki, sale, un vieux blouson troué au coude, une écharpe Benetton comme celle que ma mère garde au fond de son placard, en souvenir de quand elle était jeune. Non, je suis désolé, je ne fume pas, j'ai des chewing-gums à l'amande si vous voulez. Elle a fait la moue, puis m'a tendu la main. Je lui ai donné le paquet. Elle l'a fourré dans son sac. Salut, je m'appelle No, et toi? No? Oui. Moi, c'est Lou, Lou Bertignac. En général, cela fait son petit effet car les gens croient que je suis de la famille du chanteur. Peut-être même sa fille. Une fois, quand j'étais au collège, j'ai fait croire que oui. Bon, après, ça a été assez compliqué, mais il a fallu que je donne des détails, que je fasse signer des autographes et tout. J'ai dû avouer la vérité. Alors en fait, Louis Bertignac, c'est un chanteur bon, qui faisait partie d'un groupe Téléphone qui a eu beaucoup de succès dans les années 80-90. Cela n'a pas eu l'air de l'émouvoir. Je me suis dit que ce n'était pas son genre de musique. Elle s'est dirigée vers un homme qui lisait son journal debout à quelques mètres de nous. Il a levé les yeux au ciel en soupirant, a sorti une cigarette de son paquet. Elle l'a attrapée sans le regarder, puis elle est revenue vers moi. Je t'ai déjà vu ici plusieurs fois, qu'est-ce que tu fais? Je viens pour regarder les gens. Ah? Et des gens, il y en a pas par chez toi? Si, mais c'est pas pareil. T'as quel âge? 13 ans. T'aurais pas 2 ou 3 euros, j'ai pas mangé depuis hier soir. J'ai cherché dans la poche de mon jean. Il me restait quelques pièces. J'ai tout donné sans regarder. Elle a compté avant de refermer sa main. Dans quelle classe? En seconde. C'est pas l'âge normal, ça? Ben non, j'ai 2 ans d'avance. Comment ça se fait? J'ai sauté 2 classes. J'ai sauté des classes. J'ai bien compris, mais comment ça se fait, Lou, que t'as sauté des classes? J'ai trouvé qu'elle me parlait d'une manière bizarre. Je me suis demandé si elle n'était pas en train de se moquer de moi. Mais elle avait un air très sérieux et très embêté à la fois. Je ne sais pas, j'ai appris à lire quand j'étais à la maternelle. Alors je ne suis pas allé au CP. Et puis après, j'ai sauté le CM1. En fait, je m'ennuyais tellement que j'enroulais mes cheveux autour d'un doigt et que je tirais dessus toute la journée. Alors au bout de quelques semaines, j'ai eu un trou. Au troisième trou, j'ai changé de classe. Moi aussi, j'aurais bien voulu lui poser des questions, mais j'étais trop intimidé. Elle fumait sa cigarette et me regardait de haut en bas, de bas en haut, comme si elle cherchait un truc que je pourrais lui donner. Le silence s'était installé. Entre nous, parce que sinon, il y avait la voix synthétique dans le haut-parleur qui nous cassait les oreilles. Alors je me suis senti obligé d'ajouter que maintenant ça allait mieux. Ça va mieux quoi? Les cheveux ou l'ennui? Ben, les deux. Elle a ri. Alors j'ai vu qu'il lui manquait une dent.
Je n'ai même pas eu à réfléchir un dixième de seconde pour trouver la bonne réponse. Une prémolaire. Depuis toute la vie, je me suis toujours senti en dehors, où que je sois, en dehors de l'image, de la conversation, en décalage, comme si j'étais seul à entendre des bruits ou des paroles que les autres ne perçoivent pas, et sourde aux mots qu'ils semblent entendre, comme si j'étais hors du cadre, de l'autre côté d'une vitre immense et invisible. Pourtant, hier, j'étais là avec elle. On aurait pu, j'en suis sûr, dessiner un cercle autour de nous, un cercle dont je n'étais pas exclu, un cercle qui nous enveloppait et qui, pour quelques minutes, nous protégeait du monde. Je ne pourrais pas rester, mon père m'attendait. Je ne savais pas comment lui dire au revoir, s'il fallait dire madame ou mademoiselle, ou si je devais l'appeler No, puisque je connaissais son prénom. J'ai résolu le problème en lançant un au revoir tout court. Je me suis dit qu'elle n'était pas du genre à se formaliser sur la bonne éducation et tous ces trucs de la vie en société qu'on doit respecter. Je me suis retourné pour lui faire un petit signe de la main. Elle est restée là, à me regarder partir. Ça m'a fait de la peine, parce qu'il suffisait de voir son regard, comme il était vide, pour savoir qu'elle n'avait personne pour l'attendre, pas de maison, pas d'ordinateur, et peut-être nulle part où aller. Le soir au dîner, j'ai demandé à ma mère comment de très jeunes filles pouvaient être dans la rue. Elle a soupiré et m'a répondu que la vie était ainsi, injuste. Pour une fois, je me suis contenté de ça, alors que les premières réponses sont souvent des esquives, et il y a longtemps que je le sais. J'ai revu la pâleur de son teint, ses yeux agrandis par la maigreur, la couleur de ses cheveux, son écharpe rose, sous l'empilement de ses 3 blousons. J'ai imaginé un secret planté dans son cœur comme une épine, un secret qu'elle n'avait jamais dit à personne. J'ai eu envie d'être près d'elle, avec elle. Dans mon lit, j'ai regretté de ne pas lui avoir demandé son âge. Ça me tracassait. Elle avait l'air si jeune. En même temps, il m'avait semblé qu'elle connaissait vraiment la vie, ou plutôt qu'elle connaissait de la vie quelque chose qui faisait peur. Lucas s'est assis au dernier rang, à sa place. De la mienne, je peux voir son profil, son air de bagarre. Je peux voir sa chemise ouverte, son jean trop large, ses pieds nus dans ses baskets. Il est renversé sur sa chaise, bras croisés, en position d'observation, comme quelqu'un qui aurait atterri là par hasard, en raison d'une erreur d'aiguillage ou d'un malentendu administratif. Posé au pied de sa table, son sac semble vide. Je l'observe à la dérobée. Je me souviens de lui, le jour de la rentrée. Je ne connaissais personne et j'avais peur. Je m'étais installé dans le fond. Monsieur Marin distribuait les fiches. Lucas s'est tourné vers moi. Il m'a souri. Les fiches étaient vertes. Leur couleur change chaque année, mais les cases sont toujours les mêmes. Nom, prénom, profession des parents, et puis tout un tas de trucs à remplir qui ne regardent personne. Comme Lucas n'avait pas de stylo, je lui en ai prêté un. Je lui ai tendu comme j'ai pu, de l'autre côté de l'allée centrale. Monsieur Muller, je vois que vous commencez l'année dans les meilleures dispositions. Votre matériel est resté sur la plage? Lucas n'a pas répondu. Il a jeté un œil dans ma direction. J'avais peur pour lui. Mais monsieur Marin a commencé la distribution des emplois du temps. Sur ma fiche, je suis arrivé à la case frères et sœurs. J'ai écrit 0 en toutes lettres. Le fait d'exprimer l'absence de quantité par un nombre n'est pas une évidence en soi. Je l'ai lu dans mon encyclopédie des sciences. L'absence d'un objet ou d'un sujet s'exprime mieux par la phrase « il n'y en a pas » ou « plus ». Les nombres demeurent une abstraction, et le 0 ne dit ni l'absence, ni le chagrin. J'ai relevé la tête et j'ai vu que Lucas me regardait, parce que j'écris de la main gauche avec le poignet retourné. Ça étonne toujours les gens, tant de complications pour tenir un stylo. Il me regardait avec l'air de se demander comment une si petite chose avait pu arriver jusque-là. Monsieur Marin a fait l'appel, puis il a commencé son premier cours. Dans ce silence attentif, j'ai pensé que Lucas Muller était le genre de personne à qui la vie ne fait pas peur, et il était resté appuyé sur sa chaise et ne prenait pas de notes. Aujourd'hui, je connais tous les noms, les prénoms et les habitudes de la classe, les affinités et les rivalités, le rire de Léa Germain et les chuchotements d'Axel, les jambes interminables de Lucas qui dépassent dans les allées, la trousse clignotante de Lucille, la longue tresse de Corinne, les lunettes de Gauthier.
Sur la photo prise quelques jours après la rentrée, je suis devant, là où on met les plus petits. Au-dessus de moi, tout en haut, Lucas se tient debout, l'air renfrogné. Si l'on admet que par 2 points, on peut faire passer une droite et une seule, un jour, je dessinerai celle-ci, de lui vers moi, ou de moi vers lui. No est assise par terre, appuyée contre un poteau. Elle a déposé devant ses pieds une boîte de thon vide, dans laquelle sont tombées quelques pièces. Je n'ai pas vérifié les horaires des trains sur le panneau d'affichage. Je me suis dirigé directement vers les quais, à l'endroit même où elle m'avait abordé. Je m'avance vers elle d'un pas décidé. Je m'approche et soudain, j'ai peur qu'elle ne se souvienne pas de moi. « Salut ? Tiens, Lou Bertignac !» Elle a dit ça sur un ton hautain, celui qu'on utilise pour imiter les gens un peu snobs dans les sketchs comiques ou les publicités. J'ai failli faire marche arrière. J'avais pas mal répété et je n'avais pas envie de renoncer. J'ai pensé qu'on pourrait aller boire un chocolat ou autre chose, si tu veux, je t'invite. Elle se lève d'un bond, attrape son sac de toile, marmonne qu'elle ne peut pas laisser tout ça là. Elle désigne du menton une petite valise à roulettes et 2 sacs en plastique pleins à craquer. Je prends les sacs et lui laisse la valise. J'entends un « merci » derrière moi. Sa voix me paraît moins assurée que la dernière fois. Je suis fier d'avoir fait ça, d'ouvrir la marche, et pourtant je suis morte de peur à l'idée de me retrouver en face d'elle. Près des guichets, nous croisons un homme avec un grand manteau sombre. Il lui fait un signe. Je me retourne, je la vois répondre. De la même manière, avec un petit mouvement de la tête, imperceptible. En guise d'explication, elle me dit qu'il y a beaucoup de flics dans les gares. Je n'ose pas poser de questions. Je regarde autour de moi et j'en repère d'autres, mais je ne vois rien. Je suppose qu'il faut beaucoup d'entraînement pour les reconnaître. Comme je m'apprête à entrer dans le café situé à côté du panneau d'affichage des trains, elle me retient par l'épaule. Elle ne peut pas aller là, elle est grillée. Elle préférerait sortir. Nous passons devant les relais à journaux. Elle fait un détour pour saluer la femme qui tient la caisse, que j'observe de loin. Elle a une grosse poitrine, ses lèvres sont peintes et ses cheveux roux flamboyants. Elle donne à No un bounty et un paquet de petits lus. No me rejoint. Nous traversons le boulevard et entrons dans l'une de ces brasseries aux larges vitrines, qui se ressemblent toutes. J'ai juste le temps de lire le nom inscrit sur l'auvent. À l'intérieur du relais d'Auvergne, ça sent la saucisse et le chou. Je cherche dans ma base de données interne à quelle spécialité culinaire peut correspondre cette odeur, potée au chou, chou farci, chou de Bruxelles, chou blanc. Savez-vous planter les choux? Il faut toujours que je prenne les chemins de traverse, que je me disperse. C'est énervant, mais c'est plus fort que moi. Nous nous asseyons. No garde ses mains sous la table. Je commande un coca. Elle prend une vodka. Le serveur hésite quelques secondes. Un peu plus, il va lui demander son âge. Mais elle soutient son regard avec une insolence incroyable. Ça veut dire « Me fais pas chier, connard ». Ça, j'en suis sûr. On peut le lire sur une pancarte. Et puis, il voit et on peut le lire comme sur une pancarte. Et puis, il voit son blouson troué, celui qu'elle garde au-dessus. Et comme il est sale, il dit « ça marche » et tourne les talons. Je vois souvent ce qui se passe dans la tête des gens. C'est comme un jeu de piste, un fil noir qu'il suffit de faire glisser entre ses doigts, fragile. Un fil qui conduit à la vérité du monde, celle qui ne sera jamais révélée. Mon père, un jour, il m'a dit que ça lui faisait peur, qu'il ne fallait pas jouer à ça, qu'il fallait savoir baisser les yeux pour préserver son regard d'enfant. Mais moi, les yeux, je n'arrive pas à les fermer. Quand ils sont grands ouverts, et parfois, je mets mes mains devant pour ne pas voir. Mais moi, mes yeux, je n'arrive pas à les fermer. Ils sont grands ouverts. Et parfois, je mets mes mains devant pour ne pas voir. Le serveur revient, il pose les verres devant nous. No attrape le sien d'un geste impatient. Alors je découvre ses mains noires, ses ongles rongés jusqu'au sang, et les traces de griffures sur ses poignets. Ça me fait mal au ventre. On boit comme ça, en silence. Je cherche quelque chose à dire, mais rien ne me vient. Je la regarde, elle a l'air si fatiguée. Pas seulement à cause des cernes sous ses yeux, ni de ses cheveux emmêlés, retenus par un vieux chouchou, ni de ses vêtements défraîchis. Il y a ce mot qui me vient à l'esprit, abîmé, ce mot qui fait mal. Je ne sais plus si elle était déjà comme ça, la première fois. Peut-être n'avais-je pas remarqué, il me semble plutôt qu'en l'espace de quelques jours, elle a changé.
Elle est plus pâle, ou plus sale, et son regard plus difficile à attraper. C'est elle qui parle en premier. T'habites dans le quartier? Non, à Fille-du-Calvaire, près du cirque d'hiver. Et toi? Elle sourit. Elle ouvre les mains devant elle, ses mains noires et vides, dans un geste d'impuissance qui veut dire rien, nulle part, ici, ou je ne sais pas. Je bois une grande gorgée de mon coca et je demande alors, où tu dors? À droite et à gauche, chez des gens, des connaissances, rarement plus de 3 ou 4 jours au même endroit. Et tes parents? J'en ai pas. Ils sont morts? Non. Elle me demande si elle peut prendre autre chose à boire, ses pieds gigotent sous la table. Elle ne peut pas s'appuyer sur le dossier, ni poser ses mains quelque part. Elle m'observe, détaille mes vêtements, change de position, revient à la précédente. Elle fait tourner entre ses doigts un briquet orange. Il y a dans tout son corps une forme d'agitation, de tension. Nous restons comme ça, en attendant que le serveur revienne. J'essaie de sourire pour avoir l'air naturel, mais il n'y a rien de plus difficile que d'avoir l'air naturel quand précisément on y pense. Et pourtant, j'ai beaucoup d'entraînement. Je me retiens de poser le déluge de questions qui se bousculent dans ma tête. Quel âge as-tu? Depuis quand ne vas-tu plus à l'école? Comment tu fais pour manger? Qui sont ces gens chez qui tu dors? Mais j'ai peur qu'elle s'en aille, qu'elle se rende compte qu'avec moi elle perd son temps. Elle entame sa deuxième vodka. Elle se lève pour attraper une cigarette sur la table d'à côté. Notre voisin vient de descendre aux toilettes en abandonnant son paquet. Elle aspire une longue bouffée et me demande de lui parler. Elle ne dit pas « Et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Elle dit exactement ça. « Est-ce que tu peux me parler ?» Parler, je n'aime pas trop ça. J'ai toujours l'impression que les mots m'échappent, qu'ils se dérobent, s'éparpillent. Ce n'est pas une question de vocabulaire ni de définition, parce que des mots, j'en connais pas mal. Mais au moment de les dire, ils se troublent, se dispersent. C'est pourquoi j'évite les récits et les discours. Je me contente de répondre aux questions que l'on me pose. Je garde pour moi l'excédent, l'abondance, ces mots que je multiplie en silence pour approcher la vérité. Mais No est devant moi et son regard est comme une prière. Alors, je me lance dans le désordre et tant pis si j'ai l'impression d'être toute nue, tant pis si c'est idiot. Quand j'étais petite, je cachais sous mon lit une boîte à trésors, avec dedans toutes sortes de souvenirs. Une plume de paon du parc floral, des pommes de pin, des boules en coton pour se démaquiller, multicolores, un porte-clés clignotant et tout. Un jour, j'y ai déposé un dernier souvenir. Je ne peux pas te dire lequel, un souvenir très triste, qui marquait la fin de l'enfance. J'ai refermé la boîte, je l'ai glissée sous mon lit, et je ne l'ai jamais plus touchée. Mais des boîtes, ceci dit, j'en ai d'autres, une pour chaque rêve. Dans ma nouvelle classe, les élèves m'appellent le cerveau. Ils m'ignorent ou me fuient, comme si j'avais une maladie contagieuse. Mais au fond, je sais que c'est moi qui n'arrive pas à leur parler, à rire avec eux. Je me tiens à l'écart. Il y a aussi un garçon, il s'appelle Lucas. Il vient me voir parfois à la fin des cours, il me sourit. Il est en quelque sorte le chef de la classe, celui que tout le monde respecte. Il est très grand, très beau et tout. Mais je n'ose pas lui parler. Le soir, j'expédie mes devoirs et je vaque à mes occupations. Je cherche des nouveaux mots. C'est comme un vertige, parce qu'il y en a des milliers, je les découpe dans les journaux pour les apprivoiser. Je les colle dans des grands cahiers blancs que ma mère m'a offerts. Quand elle est sortie de l'hôpital, que ma mère m'a offert quand elle est sortie de l'hôpital. J'ai plein d'encyclopédies aussi, mais je ne m'en sers plus tellement. À force, je les connais par cœur. Au fond du placard, j'ai une cachette secrète, avec des tas de trucs que je ramasse dans la rue, des trucs perdus, des trucs cassés, abandonnés et tout. Elle me regarde avec l'air amusé. Elle n'a pas l'air de me trouver bizarre, rien ne semble l'étonner. Avec elle, je peux dire mes pensées, même si elles se mélangent ou se bousculent. Je peux dire le désordre qu'il y a dans ma tête. Je peux dire et tout, sans qu'elle me le fasse remarquer, parce qu'elle comprend ce que ça veut dire, j'en suis sûr, parce qu'elle sait que et tout, c'est pour toutes les choses qu'on voudrait ajouter, mais qu'on passe sous silence, par paresse, par manque de temps, ou bien parce que ça ne se dit pas. Elle pose son front entre ses bras sur la table. Alors je continue. Je ne sais pas si cela m'est arrivé. Déjà. Je veux dire, de parler aussi longtemps, comme dans un monologue de théâtre, sans aucune réponse. Et puis voilà qu'elle s'endort. J'ai terminé mon coca et je reste là, à la regarder dormir. C'est toujours ça de prix pour elle. La chaleur du café, la banquette bien rembourrée, que j'ai veillé à lui laisser. Je ne peux pas lui en vouloir, moi aussi, je me suis endormi quand on est allé voir l'école des femmes avec la classe. Et pourtant c'était vraiment bien,
mais j'avais trop de trucs dans ma tête. Et parfois, c'est comme les ordinateurs, le système se met en veille pour préserver la mémoire. Vers 7 heures, je commence à avoir vraiment la trouille de me faire engueuler. Je la secoue doucement. Elle ouvre un œil. Je chuchote. Je suis désolé, mais il faut que je m'en aille. L'empreinte des mailles de son pull est tatouée sur sa joue. T'as payé? Oui. Je vais rester un peu ici. Est-ce qu'on pourra se revoir? Si tu veux. J'enfile mon manteau et je sors. Dans la rue, je me retourne pour lui faire un signe à travers la vitre. Mais No ne me regarde pas. Mademoiselle Bertignac, vous viendrez me voir à la fin du cours. J'ai quelques recherches sur votre sujet. Je vous donnerai des éléments. Oui, monsieur. Il faut dire oui, monsieur. Il faut entrer en silence dans la classe, sortir ses affaires, répondre présent à l'appel de son nom, de manière audible, attendre que monsieur Marin donne le signal pour se lever quand retentit la sonnerie, ne pas balancer les pieds sous la chaise, ne pas regarder son portable pendant les cours, ne jeter un œil à la pendule, ne pas jeter un œil à la pendule de la salle, ne pas faire des tortillons avec ses cheveux, ne pas faire de messe basse avec son voisin ou sa voisine, ne pas avoir les fesses à l'air, ni le nombril. Il faut lever le doigt pour prendre la parole, avoir les épaules couvertes, même s'il fait 40 degrés, ne pas mâchonner son stylo, ou encore moins du chewing-gum, et j'en passe. Monsieur Marin est la terreur du lycée. Il est contre les strings, les tailles basses, les pantalons qui traînent par terre, le gel et les cheveux décolorés. Mademoiselle Dubosc, vous reviendrez en classe quand vous porterez un vêtement digne de ce nom. Monsieur Muller, voici un peigne, je vous donne 2 minutes pour vous coiffer. Mes 18 de moyenne ne garantissent aucune immunité. Depuis le premier jour, ils m'interpellent dès que je regarde par la fenêtre, dès que je m'éloigne. 2 secondes suffisent. Mademoiselle Bertignac, auriez-vous l'amabilité de revenir parmi nous? Vous avez tout le temps de rejoindre votre fort intérieur. Dites-moi, quel temps fait-il dans vos sphères? Monsieur Marin doit avoir une douzaine de perdus, invisibles, répartis sur tout le corps, un détecteur d'inattention greffé dans les narines et des antennes de limaces. Il voit tout, entend tout, rien ne lui échappe. Et pourtant, je n'ai pas le ventre à l'air, mes cheveux sont lisses et attachés, je porte des jeans normaux et des pulls à manches longues. Je fais ce qu'il faut pour me fondre dans le décor, je n'émets aucun son, ne prends la parole que lorsqu'il m'interroge et mesure 30 cm de moins que la plupart des élèves de la classe. Tout le monde respecte monsieur Marin. Il n'y a que Lucas pour oser quitter le cours, la tête haute, après lui avoir répondu « Les peignes, monsieur Marin, c'est comme les brosses à dents, ça ne se prête pas. » Selon les estimations, il y a entre 200 000 et 300 000 personnes sans domicile fixe, 40% sont des femmes, le chiffre est en augmentation constante. Et parmi les SDF âgés de 16 à 18 ans, la proportion de femmes atteint 70%. Vous avez choisi un bon sujet, mademoiselle Bertignac, même s'il n'est pas facile à traiter. J'ai emprunté pour vous à la bibliothèque un ouvrage très intéressant sur l'exclusion en France, je vous le confie, ainsi que cette photocopie d'un article récent paru dans Libération. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me solliciter. Je compte sur vous pour faire un exposé moins rébarbatif que ceux de vos collègues. Vous en avez les capacités, je vous laisse filer. Profitez de votre récréation. J'ai la gorge serrée et les yeux qui me piquent. Dans la cour, je rejoins mon petit coin, près du banc. Je m'appuie sur le seul arbre du paysage. C'est comme si c'était le mien. Au bout de 2 mois, plus personne ne tente de venir là. C'est ma place. De loin, j'observe les autres. Les filles rigolent et se poussent du coude. Léa porte une jupe longue et des bottines à lacets. Elle se maquille. Elle a des yeux bleus en amande. Un sens inouï de la répartie. Elle a toujours quelque chose de drôle ou d'intéressant à dire. Tous les garçons la regardent. Axel aussi, même si elle est moins jolie. Elle n'a pas peur, ça se voit. Elle n'a peur de rien. Elles boivent des coups au café en sortant du lycée. Elles se téléphonent, s'envoient des SMS. Elles vont à des soirées, discutent le soir sur MSN. Elles vont chez H&M le mercredi après-midi. Un jour, juste après la rentrée, elles m'ont invité à leur anniversaire. J'ai dit merci en regardant mes pieds. J'ai confirmé que je viendrais. J'ai réfléchi pendant 1 semaine à ce que j'allais mettre. J'avais tout prévu. Je m'étais entraîné sur la radio pour danser. J'avais acheté un cadeau pour chacune, et puis le soir est venu. J'ai enfilé mon plus beau jean et le t-shirt que j'avais acheté chez Pinky. Mes grandes bottes, ma veste noire. Je m'étais lavé les cheveux le matin pour qu'ils soient plus soyeux. Dans le miroir, j'ai observé mon reflet. J'étais toute petite. J'avais des petites jambes, des petites mains, des petits yeux, des petits bras. J'étais une toute petite chose qui ne ressemblait à rien. Je me suis imaginé en train de danser dans le salon, chez Léa Germain,
au milieu des autres. J'ai reposé une sac avec les cadeaux. J'ai enlevé ma veste. J'ai allumé la télé. Ma mère était assise sur le canapé. Elle m'a regardé faire. J'ai bien vu qu'elle cherchait quelque chose à dire. Il aurait suffi de peu. J'en suis sûr. Par exemple, si elle avait dit « Tu es très jolie » ou seulement « Tu es toute mignonne », je crois que j'aurais trouvé la force de sortir, d'appuyer sur le bouton de l'ascenseur et tout. Mais ma mère est restée dans son silence. Et j'ai regardé la pub avec la fille qui met du déodorant magique et danse au milieu des gens. Les flashs crépitent et elle tourne sur elle-même avec une robe à volant. J'avais envie de pleurer. Le lundi matin, je suis allé m'excuser de ne pas être venu. J'ai inventé un prétexte familial. Axel m'a dit que j'avais raté la fête de l'année. J'ai baissé les yeux. Depuis ce jour, Léa Germain et Axel Vernou ne m'ont plus jamais adressé la parole. Un jour, Madame Cortance, une psychologue que j'avais vue pendant quelques mois, m'a expliqué ce que voulait dire être IP, intellectuellement précoce. Imagine que tu es une voiture extrêmement moderne, équipée d'un nombre d'options et de fonctionnalités plus important que la plupart des voitures, que tu es plus rapide, plus performante. C'est une grande chance, mais ce n'est pas si facile, car personne ne sait exactement le nombre d'options dont tu disposes, ni ce qu'elles te permettent de faire. Toi seul peux le savoir. Et puis la vitesse, c'est dangereux, parce qu'à 8 ans, ce n'est pas pour autant que tu connais le code de la route, ni que tu sais conduire. Il y a beaucoup de choses que tu dois apprendre, à rouler quand il pleut, quand il neige, à regarder les autres voitures, à les respecter, à te reposer quand tu as roulé trop longtemps. C'est ça, devenir une grande personne. J'en ai 13, et je vois bien que je n'arrive pas à grandir dans le bon sens. Je ne sais pas déchiffrer les panneaux, je ne maîtrise pas mon véhicule, je me trompe sans cesse de direction, et j'ai plus souvent l'impression d'être enfermé sur une piste d'auto-tamponneuse que de rouler sur un circuit de compétition. Appuyé contre mon arbre, je cherche une maladie que je pourrais contracter en vrai, autour du 10 décembre, quelque chose de tellement grave qu'il serait impossible de soupçonner que cela puisse avoir un rapport avec mon exposé. Le tétanos ou la tuberculose me paraissent peu probables, à cause des vaccins et tout. Les fractures sont trop douloureuses. Je le sais parce que je me suis cassé une bras l'an passé avec mes cousins. Et puis on n'est même pas sûr de rester chez soi. La méningite présente l'intérêt d'entraîner la fermeture du lycée, mais on peut en mourir. Pour la mononucléose, il faut embrasser des garçons, et ce n'est pas encore d'actualité. Bref, même en buvant l'eau du caniveau, ou en plongeant la tête la première dans le bac vert des poubelles de l'immeuble, je ne suis pas sûr d'attraper quoi que ce soit. Et un truc classique du style rhume ou angine, ce n'est pas la peine d'y compter. Je suis malade une fois tous les 5 ans, et toujours pendant les vacances. Il ne me reste qu'à espérer une alerte à la bombe, voire un attentat terroriste nécessitant la reconstruction totale de l'établissement. Ça vient de sonner. Les élèves commencent à regagner les étages. Ils se disent « à plus », se tapent dans les mains. Lucas s'approche, on dirait qu'il vient vers moi. Je cherche ce que je pourrais bien faire pour me donner une contenance. J'enfonce mes mains dans mes poches. Pourquoi tout à coup fait-il 50 degrés dans mon manteau ? Si seulement j'étais équipé d'une fonction refroidissement d'urgence, ça m'arrangerait un peu. Dis donc, t'as fait mouche avec tes sans-abri. Marin, il ne va pas te lâcher comme ça, c'est le genre de sujet qui le branche grave. Je suis muette, je suis une carpe. Mes neurones ont dû s'éclipser par la porte de derrière, mon cœur bat comme si je venais de courir 600 mètres. Je suis incapable d'émettre une réponse. Ne serait-ce que oui ou non. Je suis pathétique. T'inquiète pas, Pépite. Je suis sûr que tout va bien se passer. Tu sais, l'année dernière, je l'avais déjà, Marin. Pour les exposés, il est cool. Il aime quand ça sort de l'ordinaire. Et puis c'est carrément bien ton idée d'interview. Tu viens ? Je lui emboîte le pas. C'est un garçon particulier, je le sais depuis le début. Pas seulement à cause de son air en colère, son dédain ou sa démarche de voyou, à cause de son sourire, un sourire d'enfant. Le prof d'art plastique rend les travaux réalisés la semaine précédente. Je regarde par la fenêtre. Il me semble que les nuages sont en chute libre. Il y a des traînées blanches partout dans le ciel, une odeur de soufre. Et si le sol se mettait à trembler ? Je dois faire mon exposé. Un éclat de voix me ramène dans la classe. Il n'y a rien. Ni tempête, ni ouragan. Aucune catastrophe naturelle en gestation. Axel et Léa s'échangent des petits mots sous la table. À bien y réfléchir. Ça sent surtout les frites de la cantine.
Il me reste à étudier les documents que M. Marin m'a donnés et à convaincre No de m'aider. C'est un jour gris et il pleut. Je sors du métro et m'engouffre aussitôt dans la gare. De loin, je la repère. Devant le kiosque à journaux. Elle est debout. Elle ne fait pas la manche. Je m'avance vers elle. Elle répond par un grognement quand je lui dis bonjour. Elle a l'air de très mauvaise humeur. No accepte de me suivre pour prendre un verre. J'ai pris soin de brandir mon porte-monnaie pour signifier clairement que c'est moi qui paye. Au café, je fais des efforts pour ne pas regarder ses mains. Ses pieds balancent à toute vitesse sous la banquette. Je regarde autour en quête d'un point sur lequel fixer mon attention. Je m'arrête sur les œufs durs posés sur le comptoir. Je pense à l'œuf carré que nous avons fabriqué avec mes cousins l'été dernier. Ils avaient trouvé l'astuce dans Pif Gadget. Il fallait le faire cuire, l'éplucher, tandis qu'il était encore chaud, le glisser dans un moule en carton fabriqué à partir de la maquette fournie dans le journal, et le laisser 24 heures au réfrigérateur. C'est vrai que ça fait un drôle d'effet, un œuf carré, comme toutes les choses que l'on n'a pas l'habitude de voir. J'en imagine d'autres, des fourchettes télescopiques, des fruits translucides, une poitrine amovible. Mais No est en face de moi, l'air renfrogné. Ce n'est pas le moment de s'éparpiller, il faut que je revienne à l'essentiel. Si seulement j'étais équipé d'un bouton retour immédiat à la réalité, ça m'arrangerait un peu. Je voulais te voir parce que j'ai un truc à te demander, c'est l'introduction. J'ai préparé. Ouais, pour mon cours de SES, j'ai un exposé à faire. C'est quoi ce truc? C'est sciences économiques et sociales. Un cours où on étudie pas mal de trucs, par exemple la situation économique en France, la bourse, la croissance, les classes sociales, le quart-monde, et tout, tu vois? Bon, en fait, les exposés, c'est ma hantise. Je veux dire que j'ai vraiment la trouille, et le prof, c'est pas une crème. Le problème, c'est que j'ai raconté que j'allais faire un truc sur les sans-abri. Un truc pour expliquer, par exemple, comment... Là, je rentre dans le vif du sujet, la partie délicate. Je ne me souviens plus du tout de ce que j'avais prévu. Avec l'émotion, c'est toujours comme ça. Comment des femmes, en particulier des jeunes femmes, peuvent se retrouver dans la rue comme toi? Je t'ai dit que je dormais chez des potes. Oui, bien sûr, je sais bien. C'est pas ce que je voulais, c'est ce que je voulais dire, c'est que des femmes sans domicile, je parlais des femmes sans domicile fixe, quoi. T'as parlé de moi? Non, enfin, si, ben, pas de toi, avec ton nom, bien sûr, mais j'ai dit que j'allais faire une interview. Une interview? Ses yeux se sont agrandis. Elle ramasse machinalement la mèche qui lui tombe dans les yeux. Je reprendrai bien une bière. D'accord, pas de souci. Je suis lancé. Il ne faut surtout pas s'interrompre, briser le fil, il faut que ça s'enchaîne. Donc, si tu veux bien, je pourrais te poser quelques questions, ça me servirait à illustrer les choses, comme un témoignage, tu vois? Je vois très bien. C'est pas gagné. Elle fait signe au serveur, il acquiesce de loin. Tu serais d'accord? Elle ne répond pas. Tu pourrais me dire simplement comment ça se passe, tu vois, pour manger, pour dormir, ou si tu préfères me parler d'autres gens que tu connais qui sont dans la même situation. Toujours rien. Et puis comme ça, je reviendrai te voir, on boira des coups. Le serveur pose la bière sur la table. Il veut encaisser tout de suite. J'ai déjà remarqué que les serveurs ont leur propre langage. Ils terminent leur service, donc ils encaissent de suite. Peu importe s'ils sont toujours là 2 heures plus tard, c'est pareil dans tout Paris. Je tends mon billet de 5 euros. No baisse la tête. J'en profite pour l'observer en détail. Si on fait abstraction des traces noires sur son visage et sur son cou, de ses cheveux sales, elle est très jolie. Si elle était bien propre, bien habillée et bien coiffée, si elle était moins fatiguée, elle serait peut-être même encore plus jolie que Léa Germain. Elle relève la tête. Qu'est-ce que tu me donnes en échange? Il est tard, et mon père doit être inquiet. Je rentre à la maison par le chemin le plus court. Je me repasse la conversation en boucle. C'est facile parce que j'enregistre tout. Le moindre soupir, je ne sais pas d'où ça vient. Depuis que je suis toute petite, je sais faire ça. Les mots s'impriment dans ma tête, comme sur une bande passante, sont stockés pendant plusieurs jours. J'efface au fur et à mesure ce qui doit l'être pour éviter l'encombrement. Le dîner est prêt, la table mise. Ma mère est couchée. Mon père pose le plat devant moi. Il attrape mon assiette pour me servir, verse l'eau dans les verres. Je vois bien qu'il est triste. Il fait des efforts pour paraître enjoué, mais sa voix sonne faux. Je sais reconnaître ça, entre autres choses. Le son des voix quand le mensonge est à l'intérieur. Et les mots qui disent le contraire des sentiments. Je sais reconnaître la tristesse de mon père,
et celle de ma mère, comme des lames de fond. J'avale le poisson pané et la purée. J'essaie de sourire pour le rassurer. Mon père est très fort pour animer une conversation et donner l'impression qu'il se passe des choses quand il ne se passe rien. Il sait faire les questions et les réponses, relancer la discussion, digresser, enchaîner, seul, dans le silence de moments. D'habitude, j'essaie de l'aider, de faire bonne figure, de prendre part. Je demande des précisions, des exemples, je pousse les raisonnements, je cherche la contradiction. Mais cette fois, je ne peux pas. Je pense à mon exposé, à Lucas, à No. Tout se mêle dans une même sensation de peur. Il me parle de son travail et d'un voyage qu'il doit faire prochainement. Je regarde le papier peint de la cuisine, les dessins de quand j'étais petite collés au mur, et le grand cadre avec les photos de nous trois, les photos d'avant. Tu sais, Lou, il faudra du temps pour que l'on retrouve l'ancienne maman. Beaucoup de temps. Mais il ne faut pas t'inquiéter, on y arrivera. Dans mon lit, je pense à No, à son blouson dont j'ai compté les trous. Il y en a 5, 2 trous de cigarettes et 3 accros. Dans mon lit, je pense à Lucas. Et il y a cette phrase qui revient. T'inquiète pas, Pépite. Je suis sûr que tout va bien se passer.